Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors comme vous le savez, de temps en temps, je m'amuse à vous faire partager certaines joutes que j'ai sur Twitter. Et là, j'avoue que celle-là, elle est assez intéressante et tout à fait révélatrice. Alors, je vous mets ici la série de joutes que j'ai eues. Il y en a un, je ne pourrai pas vous le lire en même temps parce qu'il m'a bloqué, et du coup, qui m'a bloqué, je ne peux plus avoir accès à ces réponses et à la joute avec laquelle j'ai pu avoir. Heureusement, j'avais fait des captures d'écran avant pour vous le faire partager. Mais tout part d'un tweet qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Cédric Mas, et qui, reprenant un article de Street Press sur un groupe qui, d'ailleurs, je ne sais plus comment ce groupe se fait appeler. Enfin, c'est un article de Street Press. Alors, je vais vous dire ce que c'est que Street Press après. Le fait est, c'est que je retire là, il y a 2 tonnes de publicité. Voilà. Des soutiens de Zemmour tirent sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirs. Ça, c'est le titre de l'article. Dans une forêt de l'ouest de la France, des militants d'extrême droite, soutiens actifs d'Éric Zemmour, s'entraînent au tir sur des caricatures racistes de juifs, de musulmans et de noirs. Enquête. Oula, attention, enquête. La scène se passe dans une forêt de l'ouest de la France. Dans une forêt de l'ouest de la France, on ne sait pas trop où exactement. Un militant d'extrême droite au crâne rasé, vêtu d'un treillis militaire, tient à 2 mains un flingue. Là, ouais, on est dans le cliché, quoi, hein, absolu. Il tire à 2 reprises en direction de cibles en papier clouées sur des troncs d'arbres, sur chacune des feuilles blanches, criblées d'impacts de balles. On peut voir des caricatures racistes dessinées au marqueur, 3 au moins, un juif, longue barbe et nez crochu, un musulman, la tête couverte d'un chèche, et un noir aux cheveux crépus. Sur le bas de cette dernière cible, on peut lire « niga, negro », nègre en argot, précise, parce qu'apparemment, dans ce site, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, nègre. La vidéo est glaçante. Sur d'autres photos, on voit différents individus munis de colts, de fusils, faire un tour de rôle et tout, tralala. Qui sont-ils ? Il s'agit d'un groupuscule d'extrême droite baptisé Famille Calicane. Quelques dizaines de membres actifs. Dizaines de membres actifs. Selon nos estimations, et quelques centaines de partisans. Donc déjà, on te dit, on sait qu'il y en a 10, mais on est quasiment certain qu'il y en a plus que ça. Hein. On n'a pas vérifié, hein, mais c'est quasi sûr. Leur blason bleu-blanc-rouge se compose d'un crâne surmonté d'un béret qui semble faire référence à la Légion étrangère, bordé d'une couronne de laurier, ils animent une petite page Facebook, un compte Instagram, mais surtout une chaîne Telegram. C'est sur cette dernière accessible à tous et suivie par à peu près 550 personnes. 550 personnes qui publient des vidéos de tir. Alors après, l'article, évidemment, là, on est les blagues de commentaires racistes en tout genre, etc. Donc on est vraiment là dans le cliché. Enfin, le cliché, on est dans la description même d'un groupuscule d'extrême droite, possiblement raciste, oui, bien sûr, etc. Qu'est-ce que ce site qui s'appelle donc Street Press? Alors, Street Press, c'est en fait un organisme de presse, comme il en pullule aujourd'hui sur Internet, mais qui a cette particularité de vouloir s'adresser aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes de quartier. Et parmi les soutiens financiers, parce qu'évidemment, ces organismes-là se disent indépendants, mais ils ont bien besoin d'argent pour faire tourner le business. On trouve un certain nombre de partenaires et un certain nombre d'ONG, dont une très intéressante, Street Press, est financée par Open Society Foundation. Ai-je besoin de vous expliquer à qui appartient Open Society Foundation? Et donc, ce monsieur nous fait donc l'article des soutiens de Zemmour, tirent clandestinement en forêt sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirs. Et toujours aucune réaction du gouvernement. Des soutiens de Zemmour. Alors, oui, en effet, ces gens, on voit des photos où ils sont des soutiens de Zemmour. Le problème, c'est que
lorsqu'on regarde l'article, en effet, il nous montre des photos avec des gens qui font des campagnes d'affichage de Zemmour, etc. Le problème, c'est que on a l'impression qu'en fait, ce sont des photos... Alors, évidemment, les visages sont cachés. Visage caché, ça veut dire que ça peut potentiellement être des photos de gens qui n'ont strictement rien à voir, finalement, avec ce groupuscule. Et on a même une photo, je crois, d'un groupe, alors je vous essaierai de vous les mettre ici, où on voit une photo où on a l'impression qu'il y a vraiment un Photoshop sur un drapeau. Mais bon, admettons. Une enquête complexe de Matt Mollard, un excellent travail qui dévoile la réalité de la fachosphère et long ampleur de la menace. Ah d'accord. Dont l'ampleur, je suppose, de la menace qu'elle fait peser sur le pays. Donc, soutien. J'ai envie de dire, soutien, ça veut dire, c'est très large. C'est-à-dire que vous avez des gens qui soutiennent des mouvements, des idées, des particularités, des personnalités, des groupes, des communautés, et malheureusement, qui sont un peu des brebis galeuses, des moutons noirs, on va dire, de ces représentations, parce que ils ont des comportements, des attitudes, des idées, des propos, qui évidemment sont, je dirais, nauséabonds. Mais, comme toute chose, malheureusement. Et donc, je commente en disant, un groupe d'une dizaine de personnes sont donc représentatifs de l'ensemble des soutiens de Zemmour. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de remettre au goût du jour la stratégie de convaincre l'opinion d'un seul fait l'opinion d'un tout. Amalgame en girouette. Et en effet, là je mets en évidence le fait que, comme par hasard, et comme à chaque fois qu'il y a des élections, on nous ressort des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules souverainistes, assimilés extrême droite, etc. C'est exactement comme ce qu'on a fait avec Donald Trump aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a mis des projecteurs sur des suprémacistes blancs, sur des néo-nazis, etc., alors que, référencés, ils ne représentent que 20 000 individus sur 368 millions d'habitants. Enfin, mais voilà, c'est un danger. Et il y en a un qui me répond, qui a parlé de représentatif de l'ensemble des soutiens de Zemmour. Et là-dessus, je lui dis, voyons, ne soyons pas naïfs à ce point sur les procédés. C'est comme lorsque vous êtes convaincu que votre patron vous a dit qu'il allait vous augmenter, alors qu'en réalité, il ne l'a jamais dit, mais a usé de stratagèmes du langage pour vous en persuader. C'est-à-dire que là, je lui explique, je lui dis, attention, ne soyons pas naïfs, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement, c'est qu'il y a un opportunisme, au vu de la situation actuelle, de mettre en avant ces personnages, de mettre en avant ces phénomènes, pour pousser l'individu ou le lecteur à se dire « Ah ben oui, en effet, ces personnes-là sont représentatives ou sont à l'image des soutiens de Zemmour. » Zemmour, extrême droite, raciste, etc. Alors ce qui est d'autant plus assez cocasse, c'est que ces individus tirent sur des cibles de juifs, alors que Zemmour est juif. Mais bon. Lisez le tweet au lieu de prêter des intentions, vous avez le droit de croire en Zemmour, mais pas de fermer les yeux sur tout ce qui gravite autour de lui. Et là, et ben voilà, c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui avec un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils tirent des conclusions. C'est-à-dire que lorsque vous soulevez un problème éthique, un problème de syntaxe, un problème de manipulation, un problème de propagande, etc., eh bien forcément, c'est-à-dire que vous faites partie de l'autre camp. Alors qu'en réalité, je ne fais absolument pas partie de l'autre camp. Et là, je lui réponds, justement, là, vous voyez, vous faites une conclusion hâtive, parce que le fait de dénoncer un processus d'amalgame en jouant avec l'inconscient, c'est mal, parce que cela touche un sujet sensible. Mais en revanche, vous êtes sensible lorsque ça touche une communauté ou un genre. Et en effet,
quand vous avez des événements ou des phénomènes qui touchent des communautés et des genres qui sont très exacerbés en ce moment, eh bien là, tout de suite, là, vous réagissez, mais vous réagissez de façon spontanée, et souvent sous le coup de l'émotion. Et sous le coup de l'émotion, eh bien en général, on a une fâcheuse tendance parfois à généraliser et à finalement mettre tout le monde dans le même panier, voire même croire avoir lu quelque chose qui en réalité n'a jamais été écrit de la sorte. Ça rejoint ce que je vous disais, l'exemple que je donnais sur ces stratégies auxquelles sont entraînés souvent des patrons, des cadres, surtout les gens des ressources humaines, à utiliser des termes et des langages et des structures de telle manière à vous sous-entendre quelque chose sans jamais l'avoir dit. Mais vous-même, des fois, vous vous êtes convaincu que c'est ce qu'il a dit, alors qu'en réalité, il ne l'a jamais dit, textuellement et précisément de cette manière. Mais, en effet, le sous-entendu laisse le bénéfice du doute de ne jamais avoir dit textuellement ou implicitement le fait, tout en l'ayant suggéré. La suggestion, c'est une pratique en matière de ressources humaines qui est intrinsèque en règle générale à des principes même de gestion, de personnel. Et il me répond, je ne fais aucune conclusion, je vous demande juste de lire le tweet original et de voir si la réponse que vous y apportez est cohérente. Et là-dessus, je lui réponds, des soutiens de Zemmour. C'est bien inscrit dans le tweet, des soutiens de Zemmour. C'est même d'ailleurs ce qu'il met en premier. Et en mettant en premier des soutiens de Zemmour, tout de suite, ça interpelle l'émotionnel, la sensibilisation de l'individu par rapport à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on émet concernant Éric Zemmour. C'est le tweet original, sous-entendant que soutien devient général dans l'idée ne mettez pas une impasse intellectuelle emplie de censure et d'anathème sur le sous-entendu d'un tweet qui prend bien un fait pour sous-entendre une généralité. Et en effet, la structure même de la phrase, la structure même du tweet est bien dans l'intention de montrer du doigt des individus pour laisser sous-entendre la généralisation que les soutiens de Zemmour se comportent ou partagent les mêmes idées. Racistes, antisémites, islamophobes, misogynes, voilà. Là, on vous fait le paquet cadeau, le cadeau bonus. Vous faites appel au sous-entendu que vous seul voyez. Là, ça veut dire que là, tout d'un coup, il a un doute. C'est-à-dire qu'il se dit, oui, peut-être qu'en effet, mais je ne veux pas admettre que je n'ai pas vu l'article sous cet angle, ou le tweet sous cet angle. Pour faire comme si les faits n'existaient pas. Il n'y a pas de sous-entendu, il y a juste des faits. Et là, je lui réponds, je n'ai jamais réfuté le fait. Je dis seulement qu'il existe aussi pour servir une lecture simpliste, parce que va chercher votre émotionnel et votre sensibilité, parce que son exposition ainsi faite est justement le but recherché, et vous plongez la tête la première dedans. Et je pense que là, à un moment donné, quand il a dû lire ça, tout d'un coup, il a dû se dire, en effet, peut-être que j'ai pas su ou j'ai pas vu le processus. Mais étant donné que ce processus arrange mes convictions, arrange mon idée, mon opinion sur Zemmour, et que pour moi c'est la preuve que chez Zemmour, il y a des gens racistes, il y a des gens antisémites, etc. Il me dit, bref, on va s'arrêter là, je crois qu'il est préférable que vous continuiez à croire au sous-entendu et à penser qu'en parler ne fait pas dévisser le débat. Et à penser qu'en parler ne fait pas dévisser le débat. C'est pas une question de dévisser le débat, c'est une question que c'est le débat. Dévisser le débat. Et là, je lui mets, bref, entre guillemets, en effet, lui aussi veut tout dire. Couper court lorsqu'on sent perdre le fil. Et il me répond, exactement, j'ai perdu le fil. Et puis, voilà, la conversation s'arrête là. C'est, si vous voulez, à l'exemple même
Alors pour ce qui concerne l'autre, hein, je vous le dis, malheureusement je ne vois plus les tweets en question. Alors il y en a un quand même qui, sur mon propos, un groupe de dizaines de personnes sont donc représentées. Il y en a un qui me dit « Vous faites pareil avec les musulmans, vous faites passer une minorité pour être représentative de la majorité. Du coup, quand cette technique ne va pas dans votre sens, vous la consupez. Vous la consupez. » Et il me rajoute « hypocrite ». Et je lui réponds ceci, et alors là c'est là que c'est formidable, c'est « Qui ça, vous ?» Vous voyez, vous aussi, vous le pratiquez en ne sachant rien du fond. Vous en déduisez que parce que je dénonce un procédé malhonnête, cela veut dire que je suis zémourien. Ou sinon, le fait de dénoncer ferait de moi un complice. Amalgame, conclusion hâtive. Voilà. Bon, il ne m'a pas répondu, hein, puisqu'en effet, tout d'un coup, là, je l'ai pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'il a utilisé exactement le même procédé, c'est-à-dire me mettre dans un camp sans même savoir si ma dénonciation du procédé, je le fais pour défendre Zemmour ou je le fais juste pour alerter le lecteur du tweet que, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce genre d'individu n'existe pas, je dis simplement c'est que nous sommes dans une période où ce genre de phénomène va être aisément instrumentalisé pour pousser l'émotionnel et pousser l'individu à de lui-même inconsciemment faire une assimilation à une personnalité politique. C'est de la stratégie, je veux dire même, à la limite, quand on est un minimum cultivé, quand on est un minimum alerte et averti de ce genre de procédé, il est évident que, à tous les niveaux, quelle que soit la position politique auquel on appartient, on n'est pas dupe. Sauf que là où ça devient dangereux, c'est que même en ayant l'intelligence, même en ayant la conscience de ce genre de procédé, pour jeter le discrédit, pour faire de la diffamation à l'encontre d'une personne ou d'une organisation ou d'un parti politique ou d'un groupe de personnes, mais qu'on l'accepte en tant que tel, parce que ça nous arrange, parce que forcément on est dans la facilité de dire que ça arrange l'idée, le cliché, l'image qu'on veut donner de celui qui est non pas le concurrent, non pas l'opposant, mais là devient l'ennemi. Et c'est là toute la nuance dans les mots. On a un opposant politique. Mais là, on est en train de ne pas faire de l'opposition politique, on est en train de faire de l'ennemi politique. L'ennemi a forcément une notion violente. Une notion qui amène l'idée de combativité à tous les sens du terme. Donc, quand on dit aujourd'hui, ou quand on lit des gens qui disent « on va droit vers la guerre civile », force est de constater que quand on est confronté à des gens qui sont dans cet absolutisme approximatif, et qui n'ont plus du tout le recul, et qui vivent littéralement, je dirais, dans des matrices, finalement. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu le film Matrix, je vous invite instamment à le voir de toute urgence, parce que vous comprendrez certainement pourquoi aujourd'hui Matrix sert de référence souvent à cette fameuse idée de la pilule bleue et de la pilule rouge, de cet univers du réel et du virtuel. Et force est de constater que malheureusement, eh bien, sur les réseaux sociaux, on est confronté de plus en plus à ces gens qui rentrent parfois dans des débats, mais on sent bien qu'ils n'ont pas les armes. Qui n'ont pas les armes, qui n'ont pas le recul, qui n'ont pas la culture. Et pourtant, qui vont finir par devenir agressifs, qui vont finir par vous insulter aussi. Donc, voilà, c'était un exemple, si vous voulez, de gens qui des fois, sont un petit peu à côté de la plaque. Et là, il y en a un qui me sort justement « Rompre avec l'autorité quand vous sentez qu'elle est mauvaise et que ça ne va plus. Et vous ?» Et justement, il a retweeté exactement ce que j'avais mis sur un tweet, c'était l'expérience de Milgram.
l'expérience de Milgram. J'avais mis même le tweet sur l'extrait de e-Comic-Art, donc j'ai réussi à trouver un extrait vraiment très complet de ce passage du film. Et il y a une personne justement qui a repris mon tweet avec justement, voilà, rompre avec l'autorité quand vous sentez qu'elle est mauvaise et que ça ne va plus. Et vous? Et voyez, la question elle est posée. La question elle est posée, c'est à quel moment vous avez la conscience de ce en quoi vous croyez ne va plus. De ce en quoi vous croyez est instrumentalisé et manipulé pour vous amener à penser, à faire, à dire des choses qui au final vous font passer pour des crétins, des imbéciles, des incultes, parce que vous n'êtes plus capable d'avoir le raisonnement derrière. Vous n'êtes plus capable d'avoir l'argument derrière. Vous n'êtes plus capable d'avoir la capacité de développer, de soutenir, d'argumenter vos propos. Tout simplement parce que vos propos, eh bien, vous ne faites que ce que j'appellerais l'effet perroquet, c'est-à-dire que vous ne faites que répéter, et d'ailleurs c'est ce qu'on critique aujourd'hui de plus en plus, c'est souvent des gens qui ne font que répéter le poncif de médias mainstream, c'est-à-dire de reprendre des formules qui vous arrangent parce que rentrent bien dans votre idée, dans votre vision des choses, et d'ailleurs ça rejoint souvent ce que je dis, c'est il n'y a pas de honte à avoir des positions humanistes, droits de l'homiste, etc. Ça prouve au moins que vous êtes sensibilisé et alerte et averti à ces problématiques. Mais il y a un moment donné où il faut faire très attention que ça ne devienne pas des religions, que ça ne devienne pas dogmatique, au point de vous faire complètement obturer le réel. Que on peut être droit de l'homiste. Je suis droit de l'homiste. Comment ne peut-on pas être droit de l'homiste? Mais il faut savoir faire la part des choses entre le désir et la réalité. Entre ce que je disais dans ma précédente vidéo, entre ce qui est écrit sur le papier et ce qu'on en fait en matière d'application. De ce que l'on guide, de ce que l'on dicte, de ce que l'on établit en règle de comportement, d'attitude, et la réalité de ce que certains en font. Par la tricherie, par le mensonge, par l'obstruction, par la censure, par la manipulation. Donc tout est là. Donc savoir faire la part des choses. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de gens issus de plusieurs générations, je dis bien de plusieurs générations, qui n'ont plus du tout ce recul. Et résultat des courses, vous avez des gens qui, sur un certain nombre de tweets, eh bien, plongent la tête la première dans justement cet appel à la sensibilité, à l'émotionnel, avec tout ce qu'il y a derrière, hein, en matière de psychologie, en matière de fantasme, en matière de conviction, en matière de peur aussi. Il y a des gens qui ont peur aussi de voir la réalité en face et qui préfèrent se convaincre d'idéal pour ne pas se devoir affronter le réel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a des fois même des comportements très absurdes, très irréels aujourd'hui dans les sociétés. Pour juste vous donner un exemple de jusqu'où la stupidité peut aller, vous avez eu l'année dernière des manifestations de soutien BLM, des manifestations contre les violences policières aux États-Unis, et vous avez essentiellement des jeunes. C'était beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et vous avez des jeunes qui, à un moment donné, sur un pont, manifestent, hurlent, avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de colère, la police doit être désarmée, la police sont racistes, il y en a marre. Et tout d'un coup, il y a un mec qui s'arrête, qui ouvre la porte et commence à les interpeller, etc., en disant « faut arrêter de dire des conneries », etc. Et tout d'un coup, les gamins, au lieu de soutenir leur... qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont commencé à gueuler sur le mec, à l'insulter de raciste, etc. Ils ne connaissent même pas le mec, alors que le mec... Et donc le mec a commencé à s'énerver aussi. Il commence à ouvrir le coffre, à sortir une barre de fer. Parce qu'évidemment, en face, ce sont des gamins qui sont très... voilà, qui ont le semblant de vouloir en découdre, de vouloir frapper, d'en venir à de la violence. Je rappelle aux États-Unis, hein, attention, on est dans le pays de l'hypersensibilité, hein. Et bien, le mec, au moment où il ouvre le coffre, il prend sa barre de fer, tout d'un coup, vous avez tous ces jeunes qui se mettent à hurler « Oh my God, oh my God !»
Call the police. Appelez la police. Appelez la police. Vous êtes en train de cracher sur la police, et tout d'un coup, quand vous vous sentez que vous n'avez pas le dessus et que vous risquez de vous en prendre une, il faut appeler la police. Voilà. Et malheureusement, des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui, de par une situation, tout d'un coup deviennent des contrariétés sur pattes. Sauf que le problème, c'est que ces contrariétés sur pattes, malheureusement, on leur donne de l'importance, on leur donne de l'exposition médiatique, on leur donne du pouvoir. Et j'ai envie de dire, si ces gens-là sont arrivés à ces niveaux-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a bien un intérêt derrière. Et là, sur cet article de Street Press, Street Press, c'est tout simplement un organisme de propagande pour des jeunes, pour leur laver le cerveau et essayer de leur donner des données ou des enquêtes ou des façons de voir les choses avec un certain nombre d'orientations, un certain nombre d'opinions qui sont très à charge, mais sans prendre à un moment donné de mesures ou sans prendre de hauteur ou sans prendre de précautions telles que toute enquête ou toute investigation journalistique se doit d'être faite. Donc quand on a ça, et que ça donne des résultats sur les réseaux sociaux de gens qui viennent vous faire croire que eux savent mieux que vous, sans argumenter, sans comprendre, sans même des fois, il y en a un, je lui avais expliqué une chose qui était relativement claire, et alors si je le retrouve, je vais vous le donner maintenant. Alors c'est un autre tweet qui n'a rien à voir avec le précédent que je viens de vous donner, je viens de le retrouver. C'est un monsieur qui a tweeté « La résistance antifasciste ne sera reconnue et honorée qu'après la tragédie. La France a ses habitudes. » Et donc, si pour lui la résistance antifasciste, donc déjà il applique résistance antifasciste, je lui réponds, pour lui faire prendre conscience un peu de, parce que je veux dire, les antifascistes, c'est quand même les plus violents. Il faut savoir que les antifascistes sont des groupuscules qui sont entraînés à de la violence, entraînés à des, voire peut-être même à tuer. Je veux dire, c'est pas des enfants de cœur, les antifascistes, s'y mettent. Donc, à partir du moment où il dit bien, la résistance antifasciste. Donc, s'il y a résistance, donc résistance antifasciste avec tous les outils qu'utilisent les antifascistes, ça rejoint un petit peu aux actions de groupes d'indépendantistes, etc. Donc eux, ils en sont venus à des mouvements, pas seulement idéologiques, mais des mouvements aussi actifs, donc des bombes, des attentats, des meurtres aussi. Donc, de fait, vous légitimez l'usage de l'assassinat politique et l'attentat terroriste. Puisque une résistance chez les uns est toujours considérée comme du terrorisme chez les autres. Je l'avais déjà expliqué. N'est-il pas là une façon autre d'interpréter un point de vue ? Et là, il me répond, il dit non, tout cela n'a rien de relatif. N'a rien de relatif. À mon avis, je pense qu'il s'est planté, il n'a pas choisi le bon mot, parce que relatif, justement, c'est relativiser, c'est prendre de la hauteur et voir les choses dans leur globalité. Donc je pense qu'à mon avis, il a dû dire non, ça n'a rien à voir, ou ça n'a pas de relation. Et je lui réponds, détacher un fait de sa continuité historique et sociale, c'est renier l'évidence et s'enfermer dans un marasme intellectuel qui empêche de voir les choses dans un ensemble, tout en appréciant ses rouages et subtilités. Alors, et il me répond, ce que tu écris ne veut rien dire, recommence. Alors, je vais relire ce que je lui ai écrit. Détacher un fait. C'est-à-dire, sur un ensemble de faits, vous prenez un fait, donc vous le détachez. De sa continuité historique et sociale, c'est-à-dire le fait dépend d'une continuité sociale, économique, politique, idéologique et historique, par de fait, puisque toutes nos idées, toute notre économie
et a un aspect historique. Donc, détacher un fait de sa continuité historique et sociale, c'est renier l'évidence. L'évidence, c'est que si tu prends juste un fait, tu altères déjà le sens du fait de son ensemble. Donc c'est renier que ce fait peut avoir un sens dans un ensemble de faits, mais que si tu ne prends que le fait, là, tu peux lui donner le sens que tu veux, selon comment tu vas le présenter, selon comment tu vas l'interpréter. Et s'enfermer dans un marasme intellectuel. Ah oui, parce que si tu te convaincs que le fait que tu as détaché d'un ensemble de faits, il y a un moment donné où tu as un risque d'altérer la perception du fait et de son interprétation, puisque tu l'as détaché d'un ensemble de faits. Vous savez, c'est comme une pièce de puzzle. Si vous prenez la pièce de puzzle toute seule, vous ne savez même pas où elle est, où elle va. En revanche, si vous voyez une vision globale de votre puzzle en train de se construire, vous pouvez déjà identifier l'endroit où vous allez pouvoir placer le puzzle. Or, aujourd'hui, on est là-dedans. On est dans une philosophie qui consiste à détacher des faits pour les instrumentaliser, pour les manipuler, pour changer leur sens, pour servir, en effet, une idée, on va dire, une idée altérée, si vous voulez. Et je lui dis, donc, qui empêche de voir les choses dans un ensemble? Dans un ensemble. C'est interpréter, comprendre le fait, et ensuite le remettre dans son contexte, pour comprendre l'ensemble, pour comprendre pourquoi ce fait existe, pourquoi il est ainsi, pourquoi il existe de cette façon-là, parce qu'il fait partie d'un tout, il fait partie d'un ensemble. Hein, c'est comme de l'horlogerie, hein, c'est pareil. Tout en appréciant ses rouages et subtilités. Alors, rouage, c'est comme la mécanique. Si on veut comprendre comment un moteur fonctionne, il faut en comprendre tous les rouages. Chaque rouage a une fonction, chaque rouage a une action, chaque rouage a une importance dans le fonctionnement d'un mécanisme. Et ces subtilités, c'est ces détails, justement. Ces détails, pourquoi ce rouage a cette fonction-là, pourquoi on lui a donné cette fonction, pourquoi est-ce qu'il existe, pourquoi il a été créé ainsi, etc., dans quel but, etc. Donc, ce que je dis, ce que je viens de vous expliquer, j'espère que, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez compris? Ça me paraît quand même assez évident. Eh ben non, le mec, lui, il n'a pas compris. Et donc, je lui réponds, la pourgombrie. Mais la pourgombrie, avec un P et O avec un petit chapeau, vous savez, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Dommage, c'est pourtant clair, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, que je mets entre guillemets. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est parce que justement, quand on est dans un partisanisme politique idéologique, il y a un moment donné où on finit par s'aveugler, et s'aveugler des risques ou des conséquences que peuvent avoir l'action que l'on croit légitime, mais que d'autres, dans votre même légitimité, eux vont interpréter les choses différemment et vont commettre des actes que vous-même vous allez réprouver. Donc c'est pour ça que ça rejoint exactement ce que je lui disais au début de son tweet. Hein, la résistance antifasciste ne sera reconnue et honorée qu'après la tragédie. La France a ses habitudes. C'est-à-dire que le tweet est très clair. C'est-à-dire que pour lui, la résistance antifasciste, les antifascistes, ce sont les bons. Ce sont les gentils. Alors que les antifascistes, quand vous regardez un petit peu ce que c'est pas des gentils. Hein, c'est des instruments, c'est des outils. Hein, c'est pas de l'idéologie, l'antifascisme. Hein, c'est de l'instrumentalisation. Mais ça, apparemment, cette personne n'a pas compris le rouage de la chose. Donc voilà, c'est encore un exemple de gens qui, à un moment donné, et finalement, alors, pareil, je ne fais pas mon pro-Zemmour, mais force est de constater, force est de rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'en effet, Zemmour a cultivé. Alors, il est cultivé au point de se servir de base intellectuelle, de base philosophique, de base politique, pour étayer un argument, pour étayer une version, pour étayer
sa pensée et ses idées. Même si, encore une fois de plus, je l'ai souvent répété d'ailleurs, dans certaines réponses que j'ai fait suite, j'ai dit attention, l'erreur de Zemmour, c'est en effet de faire de la généralité. Et du fait de faire de la généralité, ceux qui ne comprennent pas qu'il fait de la généralité parce qu'il ne peut pas non plus traiter tous les détails des problèmes, mais qu'on prend les choses de leur façon globale, eh bien quand on dit que chez la communauté musulmane, il y a un problème, oui, c'est vrai, il y a un problème. Maintenant, est-ce que c'est à nous de résoudre le problème ou est-ce que c'est à la communauté musulmane de le résoudre? Ça, c'est une question. Est-ce que dans la communauté musulmane, est-ce que les musulmans, d'une manière générale et dans leur grande majorité, ont le courage, la ténacité ou l'ambition de résoudre leurs problèmes? Ça, c'est une question. Mais voilà, c'est des questions qu'on ne veut pas poser, c'est des questions qu'on ne veut pas laisser poser. Et justement, Zemmour joue là-dessus, il joue sur le fait qu'il fait de la provocation. Il met en avant des sujets tabous, et les sujets tabous qu'évidemment les hypersensibilisés, les incultes, etc., ont évidemment la tête la première dedans, comme étant des propos racistes, antisémites, misogynes et tout le tralala. Alors attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que dit Zemmour. Il y a des choses où il met le doigt de façon très intelligente sur des problèmes. Maintenant, à savoir sa façon d'interpréter les choses et de peut-être apporter des solutions ou de donner des idées de solutions, là par contre, en effet, il doit y avoir débat. Mais je rappelle, pour l'instant Zemmour n'est pas encore prononcé, même s'il fait des meetings qui ressemblent plus à des meetings politiques qu'autre chose, pour l'instant, tant qu'il n'est pas prononcé, on ne peut pas exiger de lui un programme, on ne peut pas exiger de lui de donner des réponses à des problématiques sociales, économiques, politiques et géopolitique. En revanche, quand il sera enfin prononcé, là en effet on pourra commencer à creuser, de qui le finance, qui est derrière, qui est en coulisses, et son programme. Sauf que le problème, c'est que là où ce qui est très amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui en France ont beaucoup de mémoire courte, de ne pas se souvenir, parce que, je répète, Zemmour n'a jamais été élu, Zemmour n'a jamais été aux affaires. Je rappelle que Emmanuel Macron, à part avoir passé 6 mois à l'économie, sous le gouvernement Hollande, Macron n'a jamais été élu. Macron n'a jamais été soumis, avant cela, à un vote, à un statut, à une position élective. Et j'ajouterais même, souvenez-vous Macron, lorsqu'il a lancé son mouvement En Marche, il n'avait pas de programme. Il avait des suggestions, il avait des ambitions, mais concrètement, il n'a jamais exposé de programme. Donc allez savoir, est-ce que Zemmour va vraiment nous donner un programme, ou se la jouer comme Macron, c'est-à-dire mettre des faits, faire constater des faits, et dire voilà, là-dessus, on peut éventuellement réfléchir à faire ceci ou cela. Mais il ne fera pas de proposition concrète sur ce qu'il a l'intention de faire. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus con, parce que quand vous avez des gens comme par exemple certains partis politiques ou certains candidats qui vous font des promesses en disant oui, je ferai passer le SMIC à 1 800 € net par mois, mais avec quel argent? Je réduirai les impôts. Oui, mais les impôts, tu vas les réduire, donc tu vas te couper de recettes fiscales, donc il va falloir que tu ailles chercher ailleurs les recettes fiscales. J'arroserai de subventions, de primes, etc. Et oui, mais le problème, c'est pourquoi est-ce que ces gens se permettent de faire ça? C'est tout simplement parce qu'ils savent aujourd'hui qu'en France, et comme d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux, vous avez des gens qui ne réagissent plus de façon idéologique, mais de façon consumériste. C'est-à-dire qu'il est plus avantageux de toucher des gens en leur disant « je vous ferai passer le SMIC à 1 800 € net par mois » que de leur expliquer la difficulté de pouvoir mettre ou d'augmenter le SMIC, parce que derrière, il va falloir faire des montages financiers, des montages budgétaires, etc. C'est trop compliqué. C'est tellement plus simple de jouer avec l'émotionnel des gens que d'aller chercher leur compréhension idéologique, si tant est qu'ils en aient. Et encore une fois de plus, là on le voit, on le constate sur les réseaux sociaux.
Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec, pour vous donner quelques petites nouvelles de ce qui s'est passé aux États-Unis en ce début de semaine. En ce début de semaine, les Américains, enfin, un certain nombre d'Américains ont été appelés aux urnes pour renouveler, pour changer des municipalités ou des places de gouverneurs de certains États. Je rappelle, aux États-Unis, les Américains, lorsqu'ils votent en général, ils ne votent pas pour juste une position, mais pour un ensemble de positions, c'est-à-dire un ensemble d'administrations. Par exemple, pour un maire, il ne vote pas que pour un maire, il vote aussi pour remplacer soit le procureur, soit le chef de police, le shérif, etc. Donc, j'avais déjà expliqué ça lorsqu'il y a eu les élections présidentielles. Et donc, notable, le maire de New York, M. Cuomo, qui ne pouvait pas, non pas Cuomo, Di Blasio, pardon, Di Blasio ne pouvait pas briguer un troisième mandat, c'est finalement Eric Adams, qui est un Afro-Américain, qui a repris le flambeau de la ville de New York. En revanche, petite surprise, et non des moindres, plutôt agréable, même si le New York Times, je trouve, a fait quand même une certaine bourde. Il s'agit de... je ne sais plus son prénom, son nom de famille, c'est Wu, mais c'est une jeune femme qui a remporté la mairie de Boston, qui est quand même une des villes assez conservatrices sans l'être énormément, si vous voulez, mais aussi c'est l'opportunité aussi pour cette jeune femme d'être la première femme maire de Boston, et qui plus est, première femme issue de l'immigration, même si elle est née aux États-Unis, puisqu'elle est native de la ville de Chicago, mais ses parents, eux, sont d'origine immigrée, puisqu'ils sont d'origine taïwanaise. Or, le New York Times a donné cette information en disant que c'était la première femme et la première personne de couleur. Pourquoi de couleur ? Je ne sais pas, est-ce qu'aux États-Unis on considère encore que les Asiatiques peuvent être assimilés à la couleur jaune, comme on a pu connaître en un certain temps. Et autre quand même phénomène non négligeable, c'est la Virginie. La Virginie qui a été tombée, qui était entre les mains du Parti démocrate, et bien malheureusement vient de basculer sous les mains du Parti républicain. La Virginie qui est quand même un des États, qui est l'État sudiste, on va dire, le plus au nord, mais qui est un État quand même assez important. Et donc ça fait quand même un petit peu un revers par rapport à l'élection de l'année dernière sur la conquête, on va dire, de certains États qui étaient traditionnellement des États conservateurs et qui ont été attribués aux démocrates par l'élection présidentielle. Sauf que le problème, c'est que là, ces élections sont quand même importantes parce qu'elles permettent soit de confirmer ou de modifier plus ou moins la tendance qui était ressortie de l'élection présidentielle. Et force est de constater que bien la tendance n'est pas totalement confirmée en tout et pour tout, et ça évidemment ça remet un petit peu sur la table la légitimité, je dirais, de Joe Biden, même si encore une fois de plus au niveau des élections présidentielles il n'y a pas photo, c'est bien Joe Biden qui l'a emporté. Après, on peut en effet débattre sur les situations, sur les contextes, sur les faits, sur les phénomènes qui ont eu lieu dans un certain nombre d'États, concernant des fraudes, concernant des erreurs, concernant des dysfonctionnements sur lesquels on peut y trouver peut-être des fraudes, mais malheureusement c'est pas prouvé, c'est pas démontré, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant de suivre un petit peu cette évolution. Ça confirme bien aussi malheureusement que la fracture dans la population américaine est toujours présente, est toujours aussi béante, on va dire, et les choses ne s'améliorent pas, parce que même si pour l'instant, comme je vous le disais, on n'est pas trop touché par les phénomènes de pénurie, en revanche, l'inflation, elle, commence à se faire sentir de façon très prononcée, tellement prononcée que l'on vient d'apprendre que la Fed va suspendre son soutien
au Fonds monétaire, c'est-à-dire tout simplement arrêter de faire tourner sa planche à billets, tout simplement parce que là, l'inflation commence à avoir un certain nombre de conséquences et commence à commettre un certain nombre de dommages collatéraux, aussi bien dans les systèmes financiers que dans le système même de consommation ou de système financier plus global aux États-Unis. Donc affaire à suivre, parce que là, ça veut dire que tout compte fait, la Fed prend bien conscience qu'il y a un problème et que là, tous les indicateurs sont au rouge. Donc c'est pas forcément très bon signe. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, suivons les événements. Petite chose que je viens juste de me souvenir, vous le savez, peut-être vous l'avez vu, l'Assemblée nationale avait voté, je crois, la loi de vigilance sanitaire jusqu'au 31 juillet, mais avait mis une option sur la possibilité de renouveler le pass sanitaire, mais uniquement jusqu'en février. Eh bien, il se trouve que une commission qui a été saisie pour repousser cette date, eh bien, tout simplement, a été acceptée. Donc là, va repasser au Parlement cette abrogation du texte d'origine, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir permettre de pousser le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Sauf que là, il y a des gens au Sénat qui commencent à pousser un petit peu leur gueulante parce que ça devient un petit peu n'importe quoi et on sent bien que là, on dépasse le processus démocratique finalement, puisque à force de toujours changer, rechanger, repousser, représenter les lois, remodifier la loi, puis représenter la même loi, parce qu'on veut absolument qu'elle soit votée sous cette forme et pas sous une autre, etc. Enfin, là, ça commence un petit peu à piquer, je dirais, le risque à un moment donné de se voir être complice d'un processus de coup d'État, finalement, de la Macronie sur le Parlement. Donc affaire à suivre, parce que malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le Covid, la situation ne s'améliore pas, alors qu'on nous avait tellement promis que si tout le monde était vacciné, on pourrait retrouver nos libertés, etc. Et tout compte fait, non. Donc là, encore une fois, ça va faire sujet polémique. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Même, quand même. Donc, faut pas que ça monte. Son idéologie, ça fait ça, un grand remplacement, lever des races. C'est que du délire. Alors pour vous, c'est un nouvel Hitler. Ah oui. En puissance. Après, voilà, donc il faut l'arrêter avant tout. C'est pas un immigré qui va nous apprendre c'est quoi être un bon français. Entre lui et Jean Messia, c'est deux immigrés qui nous apprennent c'est quoi être un bon français. Ah non. Moi, j'aime le principe que tu es immigré, donc je ne absolument pas. On va te dire, ça doit être raciste. Comme ça.